Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, aujourd'hui je vais vous raconter deux histoires de threads d'horreur que j'ai trouvées sur Reddit. Personnellement, je les ai trouvées effrayantes, mais je vais vous laisser juger par vous-même. En attendant, installez-vous confortablement, prenez de quoi manger et de quoi boire, et frissonnez bien. Pour ma première histoire, je vais vous raconter l'histoire d'Emily. Emily a une amie qui s'appelle Emma. Emma est extrêmement belle, au point que toutes les filles ou tous les garçons la flattent sans cesse. Emma a un ami qui s'appelle Mike, et c'est de Mike dont va parler l'histoire. Emily a rencontré Mike via Emma. Mike est obsédé par Emma parce qu'elle est magnifiquement belle, il est très attiré par elle, et Emma a aussi été attirée par Mike, mais de son côté à elle, c'était juste de l'attirance sexuelle et elle voulait rien de sentimental avec lui, elle voulait simplement s'amuser. Mike a très mal pris le fait qu'Emma ne veuille pas s'engager avec lui, donc elle a commencé à s'éloigner de lui. L'éloignement d'Emma s'est fait plus intense quand elle a commencé à entendre des propos choquants de Mike à propos des abus sexuels qui, pour la plupart, selon lui, sont faux. Après que Emily et Emma aient été diplômées, elles ont décidé de se mettre en colocation toutes les deux. Mais à cause de problèmes familiaux, Emma ne pouvait pas rester très longtemps chez elle. En fait, elle devait alterner entre son appartement avec Emily et son appartement avec sa famille. Et du coup, c'était jamais vraiment planifié. On savait jamais quand Emma était à la maison ou quand elle était chez ses parents. À cause de sa vie familiale chaotique, Emma était également incapable de trouver un travail. Elle avait plusieurs endroits différents où passer la nuit, donc des amis, sa famille à elle ou la famille d'Emily. Emma a eu beaucoup de travail étrange, des travaux un peu originaux. Ça pouvait aller du babysitting en passant par le jardinage ou le soin aux personnes âgées. La vie d'Emma n'était pas stable et elle ne savait jamais d'avance ce qu'elle allait faire. Après qu'Emma ait commencé à s'éloigner de Mike, Emily a remarqué que Mike se pointait très souvent à son travail. Ce qui rendait ce fait très étrange, c'est que l'endroit où travaillait Emily, c'était en fait un grand magasin consacré uniquement aux femmes et aux enfants. Donc Mike n'avait absolument rien à faire ici. Les premières fois où Mike commençait à se pointer au travail d'Emily, il faisait juste rentrer, se promener et sortir. Sur le moment, ça n'a pas inquiété Emily parce que elle a pensé simplement que Mike se promenait comme la plupart des gens de la ville, parce qu'il n'y a tellement pas de divertissement là où elle habite que les gens se promènent dans les centres commerciaux sans forcément acheter quoi que ce soit. Et puis Mike a commencé à traîner un peu plus longtemps dans le magasin d'Emily et à venir lui parler. Mais à chaque fois qu'il lui parlait, c'était à propos d'Emma. Il lui posait des questions du genre comment va Emma, pourquoi est-ce qu'elle m'évite, etc. Emily, elle répondait évasivement, souvent par un seul mot, juste pour lui faire comprendre en fait qu'il dérangeait et qu'elle était en train de travailler. Le manager de Emily a remarqué que Mike venait souvent dans le magasin pour parler à Emily et du coup il lui a mis un avertissement sous prétexte que les amis d'Emily venaient la déranger pendant le travail et du coup l'empêcher de travailler. Sauf qu'Emily, elle a dit à son manager qu'elle voulait pas que ce mec soit là, elle voulait pas parler à ce gars et qu'il la dérangeait et qu'il lui faisait un peu peur. Donc le manager lui a demandé si elle souhaitait qu'il aille lui parler et Emily a dit oui. Donc après ça, après que le manager d'Emily soit allé parler à Mike, Mike venait seulement dans le magasin se promener et repartir. Donc le manager a décidé de poster un gars assez bien bâti en guise de dissuasion dans l'endroit où bossait Emily pour empêcher Mike de venir l'embêter. Ça a fonctionné, Mike n'est pas revenu après ça. Mais ce que Emily n'avait pas soupçonné, c'était la propension de Mike à être effrayant. Parce que Mike a arrêté de venir au magasin d'Emily, mais il a commencé à venir se pointer devant chez elle. Le truc, c'est que Mike n'avait pas de voiture et Emily vivait dans une ville assez loin de la ville principale et sans moyen de transport en fait. Donc pour pouvoir aller dans cette ville-là, il fallait avoir une voiture ou alors faire une marche à pied, sachant que la ville où vivait Emily se trouvait à 20 minutes en voiture
de l'endroit où elle bossait. Donc à pied, ça fait un peu plus de marche. La raison pour laquelle Mike connaissait l'endroit où vivait Emily, c'est parce qu'en fait, au moment de leur emménagement, les deux filles avaient fait une pendaison de crémaillère et avaient envoyé par accident une invitation à Mike. Mike a commencé à venir chez Emily et Emma de façon aléatoire. Il pouvait venir tôt le matin, il pouvait venir le soir, elle savait jamais quand est-ce qu'il allait se pointer. À chaque fois qu'il venait, il sonnait et demandait si Emma était là. Emily ne cessait de lui mentir en disant qu'elle n'était pas là, même quand c'était faux, parce qu'elle voulait protéger sa copine. Et elle a fini par conseiller à Emma de ne plus venir dans la maison. Juste, et puis de dire à Mike que elle n'était pas intéressée. Emma l'a fait, elle a bloqué Mike et elle est partie. Entre-temps, Emily a pris une nouvelle colocataire qui, elle, avait une arme et un petit ami bien imposant. Mike a commencé à venir de moins en moins souvent et à chaque fois qu'il le faisait, Emily lui faisait clairement comprendre qu'elle voulait pas de lui ici et qu'il était clairement pas le bienvenu. Maintenant qu'elle y pense, Emily se dit que peut-être, éventuellement, elle aurait pu prévenir la police. Mais il y avait deux choses qui l'en empêchaient. Premièrement, elle venait d'une petite famille qui évitait la police à tout prix. Deuxièmement, sa nouvelle colocataire, en fait, elle était étudiante en droit pénal et elle avait peur que cette affaire mette un frein à sa carrière. En fait. C'était des raisons complètement idiotes, mais à 19-20 ans, c'est des raisons assez suffisantes pour avoir peur d'appeler la police. Emily a fini par arrêter de voir Mike, même si elle le voyait de temps en temps à des endroits où elle allait. Par exemple, le magasin où elle travaillait, l'épicerie, le parc préféré de son chien. Elle a même arrêté de poster des choses sur Facebook parce que même si elle avait bloqué Mike, il continuait à pouvoir voir ses posts. Emily avait aussi l'impression désagréable que Mike venait chez elle, devant chez elle la nuit. Parce que en fait, le matin, elle trouvait des objets qui bougeaient de place sur son perron. Le soir, les lumières des détections de mouvement s'allumaient. Et le lendemain matin, elle trouvait des mégots devant son porche qui ressemblaient aux cigarettes que fumait Mike. 4 mois après l'emménagement de la colocataire d'Emily, celle-ci fait venir son petit ami pour passer une nuit à la maison. Mais quelqu'un commence à marteler très fortement la porte. Le petit ami va ouvrir et voit quelqu'un s'enfuir. Quelqu'un qui ressemblait à Mike. Le lendemain matin, la colocataire d'Emily et son petit ami sortent pour aller à un concert. Et même si Emily se sent relativement en sécurité parce que sa colocataire a un chien qu'elle a dressé comme chien de garde, elle lui laisse quand même son arme. Emily a commencé sa soirée en regardant une émission de cuisine et puis elle s'est endormie. Elle a été réveillée en sursaut à cause de son chien et du chien de garde de sa colocataire qui se sont mis à aboyer comme des fous. Emily donc s'est levée du canapé. Elle a vu une silhouette dehors qui s'est enfuie. Elle a attrapé l'arme de sa colocataire et est sortie en criant qu'elle avait une arme et qu'elle avait appelé la police, même si c'était faux. À la place de ça, Emily est allée s'enfermer dans la salle de bain avec les 2 chiens. Elle a appelé son père au téléphone en pleurant, qui n'a pas été furieux d'avoir été réveillé au milieu de la nuit, heureusement, parce que quand même, vu la situation d'Emily, je pense que c'est compréhensible et que n'importe quel parent n'aurait pas mal réagi à ça. Et il a pris immédiatement le volant en conseillant à sa fille de rester enfermée dans la salle de bain et d'appeler la police. Malheureusement, la police est arrivée, a constaté les lieux, mais a dit à Emily que comme rien n'avait été cassé et qu'il n'y avait pas eu d'agression, il ne pouvait rien faire. Après cet événement, Emily a entendu dire que Mike avait été envoyé dans de la famille assez loin par ses parents. Mike est donc revenu plusieurs années après ce témoignage, mais il a été assez sage pour ne contacter Emily qu'une seule fois, qui lui a dit que Emma était mariée, heureuse et pas du tout intéressée à lui parler. Elle lui a rappelé également qu'elle pouvait à tout moment rappeler la police, donc ça l'a calmée. Il a essayé une fois de l'ajouter à ses amis sur Facebook, mais tout ce qu'il a fallu faire pour ne plus jamais avoir à entendre parler de lui, ça a été de le bloquer. Donc voilà, cette histoire se termine bien.
L'histoire n'est pas effrayante en soi. Ce qui est effrayant, c'est vraiment la façon dont les gens peuvent être étranges à stalker et suivre les gens comme ça, juste pour une personne pour lesquelles ils sont obsédés. Voilà. On va passer à l'histoire suivante. L'histoire se passe pour Caroline, qui a 20 ans à l'époque où ce témoignage se déroule, donc au début des années 2000. À cette époque, il y avait toujours des téléphones fixes. Et les téléphones portables avaient des forfaits limités. Caroline vivait dans une ville qui se situait à 1 heure de Sacramento. Et son amie Amanda devait surveiller une maison d'amis de la famille. En fait, c'était des gens qui s'avaient rencontrés à l'église et qui partaient en vacances. La famille possédait des chats, des lapins, un cheval, un âne et des chiens. Mais les chiens, ils les avaient emmenés avec eux. Tout ce que Amanda avait à faire pendant l'éloignement de cette famille d'amis, c'était de nourrir les animaux et de surveiller les lieux. Elle ne récupérait pas le courrier, elle ne pouvait pas, parce qu'en fait la boîte aux lettres c'était une boîte en métal qui était verrouillée. Donc elle ne pouvait pas aller chercher le courrier. Vers la fin de la semaine, l'amie de Caroline a proposé à Caroline de venir passer la nuit avec elle dans la maison pour pouvoir s'amuser. Caroline a pensé que ça pouvait être cool. Donc comme elle avait déménagé de chez son oncle et sa tante et qu'elle avait son propre appartement, elle a proposé à sa copine de venir la prendre en route après le travail. Puis comme ça, elles iraient dans la maison ensemble toutes les deux. En route, en chemin, elles se sont arrêtées pour prendre de quoi manger. Donc elles sont arrivées vers la maison vers 9h30. D'abord, elles sont allées dans la grange, elles ont nourri les animaux, elles se sont assurées qu'ils avaient de quoi boire pour la nuit. Et puis elles sont rentrées dans la maison. La maison ressemblait à un grand ranch. Pour faire court, en fait, quand vous rentrez dans la maison, sur la gauche, il y a le salon. Sur la droite, il y a un immense couloir qui donne sur la salle de bain et sur les chambres. En face de la porte d'entrée, vous avez la cuisine. Et à gauche de la cuisine, vous avez la salle à manger. En face de la salle à manger, sur la droite, il y a un autre couloir qui donne sur des portes. Et en fait, c'est le coin garderie. La famille qui vit là a une garderie à l'extérieur de la maison. Et du coup, ce couloir et ces salles, c'est juste des aires de jeu pour les enfants. Donc les filles n'ont même pas pris la peine d'aller les visiter parce que ça les intéressait pas, quoi. Du coup, les filles ont passé la soirée devant la télé, à manger et à parler des gens qu'elles connaissaient, etc. Plus tard dans la soirée, Amanda, l'amie de Caroline, a été mettre en route l'alarme. Et elle a avoué à Caroline qu'elle n'aimait pas dormir dans le lit des autres, ce qui est compréhensible. Du coup, elle a proposé de dormir dans le salon et elle a proposé à Caroline de prendre le canapé. Sauf qu'en fait, dans le salon, il y a 2 fauteuils qu'on peut allonger. Vous savez, on déplie les jambes et on peut s'allonger. Et du coup, les fauteuils étaient confortables. Donc du coup, Caroline a dit, je vais dormir dans ce fauteuil-là. Moi, ça me va. Du coup, elle s'est allongée, elle a pris son plaid et puis voilà. Les 2 filles sont couchées et elles se mettent à parler pendant une vingtaine de minutes toutes les deux. Jusqu'à ce que le détecteur de mouvement à l'extérieur s'allume et éclaire la pièce. Maintenant qu'elle y pense, Caroline se demande qu'est-ce qui passe dans la tête des gens pour ne pas avoir de volets à leur maison la nuit. C'est ce que tout le monde se pose parce que les volets c'est la vie en fait. On se sent en sécurité et on n'a pas peur de voir ce qu'il peut y avoir à l'extérieur. Mais là, clairement, c'est la question que se pose Caroline à ce moment-là. Du coup, quand elles ont vu que les détecteurs de mouvement se sont allumés, les 2 filles se sont tues. Et Amanda a émis l'hypothèse que peut-être ce serait l'un des chats. Sauf qu'après l'idée d'Amanda à propos des chats, les 2 filles se sont mis à entendre des bruits de pas sur le gravier à l'extérieur. Comme le fauteuil de Caroline était le plus proche de la fenêtre, elle s'est glissée sur le sol avec sa couverture pour pas être vue. Le détecteur de mouvement s'est éteint et Amanda a rejoint sa copine sur le sol pour se cacher. Donc les 2 filles sont ensuite restées par terre, allongées sur le ventre, sans savoir quoi faire. Jusqu'à ce qu'un gros fracas retentisse et allume l'alarme qui se met à sonner. L'alarme se met à sonner, les lumières du détecteur de mouvement s'allument à nouveau. L'alarme est tellement forte que les filles sont obligées de se boucher les oreilles et Caroline avoue qu'elle n'a jamais été aussi proche de faire pipi dans sa culotte.
Et c'est une chose que l'on peut totalement comprendre. Du coup, les deux filles essayent de ramper vers le boîtier de l'alarme parce qu'en fait, dessus, il y a un bouton pour appuyer si jamais il y a besoin d'aide ou si jamais on a besoin d'avoir la police. Amanda s'approche, appuie sur le bouton, mais rien ne se passe, personne ne répond. L'écran principal du boîtier d'alarme indique qu'une porte-fenêtre sur deux est ouverte. Amanda se met littéralement à pleurer et Caroline demande à son amie où se trouve le téléphone, qui lui explique qu'il y en a un qui se trouve au niveau de la garderie, donc des aires de jeu, et qu'il y en a un qui se trouve dans la cuisine. Les filles ont donc le choix d'aller vers le téléphone de la cuisine en passant devant les fenêtres et là où se trouve la porte-fenêtre qui est ouverte, ou alors d'aller dans la chambre des parents. Donc le choix est tout trouvé. Moi je serais allée chez les parents, perso. C'est ce qu'elles ont fait. Les deux filles arrivent donc dans la chambre des parents. Problème, c'est le noir complet. Amanda propose d'allumer la lumière, mais Caroline n'en a vraiment pas envie parce que du coup l'intrus saurait où elle se trouve. Sauf qu'elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas de lampe torche et Caroline n'a pas son téléphone portable parce que de toute façon c'est un forfait limité. Donc elle ne pourrait pas appeler la police avec. Donc elles allument la lumière pour chercher le téléphone. La première chose qui frappe Caroline quand elles allument la lumière, c'est que non seulement ces personnes-là n'ont pas de volet aux fenêtres, mais en plus de ça, elles n'ont même pas de porte au placard. Donc pour se cacher, c'est mort, elles ne peuvent pas se cacher. Donc du coup, elle cherche un peu dans la chambre et elle voit un club de golf qui est posé à côté du lit. Dans l'esprit de Caroline, le club de golf, pour eux, ça doit faire office de batte de baseball, parce que c'est ce que Caroline a dans sa chambre. Elle pense en fait qu'un petit coup de club de golf sur la tête de l'intrus, ça doit faire un petit peu mal. Donc du coup, Amanda attrape le club de golf en guise d'arme. Et puis ensuite, elle continue à chercher aux endroits évidents où pourrait se trouver le téléphone. Elles finissent par tomber sur le socle du téléphone, c'est un téléphone sans fil, sauf qu'il n'y a pas le téléphone avec. Donc Amanda émet l'idée d'essayer d'appuyer sur le bouton en fait du socle pour localiser le téléphone, mais Caroline lui dit mais non, si on fait ça en fait c'est on dit tout de suite à l'intrus où est-ce qu'on est, le gars va se pointer avec le téléphone en disant vous cherchez quelque chose peut-être. À ce moment-là en fait Caroline se dit que l'alarme sonne, la lumière de la pièce dans laquelle il se trouve est allumée et qu'une porte-fenêtre est ouverte et que l'intrus va forcément remarquer tout ça. Donc là à ce moment-là Caroline a peur et ça l'agace fortement. Donc elles se tiennent là au milieu de la chambre et elles se disent qu'elles vont forcément devoir aller au niveau de la cuisine, là où la porte-fenêtre est ouverte. Sauf que d'un coup, l'alarme s'arrête de sonner. Il n'y a pas de deuxième club de golf pour que Caroline puisse avoir une arme. Donc c'est Amanda qui sera chargée de dégommer l'intrus si elle le voit. Donc les deux filles sortent de la chambre et Amanda est chargée d'allumer toutes les lumières et de garder les portes devant lesquelles elle passe fermées au cas où l'intrus serait caché dedans, comme ça l'empêcherait de sortir. Les deux filles vont au niveau de l'alarme et elles voient sur l'écran principal que la porte-fenêtre est toujours ouverte. Elles essayent d'appeler à nouveau, d'appuyer sur le bouton pour appeler de l'assistance qui ne fonctionne toujours pas. Elles vérifient 2 fois que la porte d'entrée est bien fermée et puis ensuite elles vont dans la cuisine. Donc les filles arrivent dans la cuisine. Amanda prend un gros couteau qui est par contre loin d'être tranchant, hein, donc en guise d'arme c'est pas pratique. Et puis ensuite elles attrapent le téléphone pour appeler le 911. Et là, je peux vous dire qu'en lisant l'histoire, j'ai été absolument révoltée. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc Amanda attrape le téléphone et vous savez c'est les téléphones là qui sont accrochés au mur avec leur fil, là, donc vous ne pouvez pas aller bien loin. Et elle appelle le 911 et le téléphone avec l'opératrice. À ce moment-là, une pensée vient à l'esprit de Caroline, au moment où elle raconte l'histoire. C'est que la lumière de la cuisine est allumée, mais quand vous êtes à l'intérieur de la maison, vous voyez que votre reflet, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'extérieur. Par contre, les gens à l'extérieur, eux, peuvent vous voir à l'intérieur de la maison. Pendant qu'Amanda est au téléphone avec le 911, Caroline entend un sifflement à l'extérieur.
mais c'est un sifflement comme si quelqu'un essayait d'attirer l'attention de quelqu'un d'autre. Caroline, pourtant, du coup, elle voyait rien à l'extérieur et elle avait clairement pas l'intention de mettre sa tête à la fenêtre pour voir si le sifflement lui était destiné ou non. Hein. Elle avait peur et c'est compréhensible. Et moi, je crois qu'à sa place, je me serais tout simplement cachée quelque part et j'aurais attendu le matin. J'aurais pas fait tout ce qu'elles ont fait. Amanda est toujours au téléphone avec le 911, sauf qu'à cet instant-là, elle se met à pleurer et elle explique à l'opératrice qu'elle ne connaît pas du tout l'adresse de la maison. Donc Caroline prend le téléphone et l'opératrice, qui semble agacée, explique à Caroline qu'elle ne peut pas envoyer la police si elle ne sait pas l'adresse. Caroline demande à l'opératrice si éventuellement ils ne peuvent pas tracer le téléphone, ce qui serait complètement logique. Mais l'opératrice lui répond « Vous êtes censé garder une maison et vous connaissez même pas l'adresse ?» Donc à ce moment-là, Caroline est stressée, en colère et bouleversée. Elle rend le téléphone à Amanda et elle commence à chercher absolument partout. Elle cherche dans les tiroirs fourre-tout, vous savez, là, les tiroirs où on met tout et n'importe quoi, qui n'ont rien à voir entre eux. Elle cherche sur le comptoir, elle cherche sur le réfrigérateur, quelque chose qui pourrait lui donner l'adresse de la maison. Amanda explique à l'opératrice qu'elle ne peut même pas aller chercher le courrier parce que c'est une boîte qui est verrouillée et donc elle n'a pas les clés. Soudain, elle retire le combiné du téléphone de son oreille et elle regarde Caroline livide. Caroline lui demande si ils vont tracer l'appel parce que là elle trouve rien et elle trouve pas l'adresse. Et Amanda lui répond que l'opératrice lui a dit « Eh ben j'espère que la police vous trouvera, maintenant raccrochez ». À cet instant-là, Caroline était effrayée et en colère. Les deux filles savaient qu'il y avait des gens dehors. Elles savaient qu'une des portes-fenêtres était ouverte et elles ne savaient absolument pas quoi faire. Elles se tenaient toutes les deux en plein milieu de la cuisine pendant ce qui leur semblait être une éternité, même si au final ça équivalait à 1 ou 2 minutes. Et puis soudain, Caroline a pris le téléphone et a appelé le 411. Et le 411, c'est le numéro des renseignements en Amérique. Quand l'opérateur du 411 décroche, Caroline essaye de rester calme et elle lui explique ce qui se passe. Elle lui explique les événements de la soirée. Elle parle aussi de l'opératrice du 911 qui n'a pas du tout été aidante. Et elle lui explique qu'elle a besoin du numéro de département de la police dans la ville dans laquelle elle se trouve. Au moment où elle parle à l'opérateur, elles entendent un gros bruit de métal de l'autre côté de la fenêtre de la cuisine. En fait, c'est un bruit comme si quelqu'un avait fait tomber quelque chose de lourd et de métallique par terre, à côté de la porte-fenêtre. Du coup, Amanda se remet à pleurer et Caroline, qui n'arrive plus du tout à maîtriser sa peur, se met à pleurer également. L'opérateur du 411 explique aux filles qu'il les met en relation avec la police et qu'il reste en ligne en attendant. La police répond, l'opérateur explique tout ce qui se passe et ensuite raccroche pour laisser les filles en tête à tête avec le policier. Le policier pose quelques questions aux filles et pendant qu'elles sont au téléphone, elles entendent de nouveau un sifflement à l'extérieur. Les filles sont terrorisées et elles n'osent pas aller allumer la lumière du patio pour voir dehors parce qu'en fait il faut passer devant les fenêtres pour aller à l'interrupteur et elles n'ont pas envie. Donc du coup, elles parlent du sifflement qu'elles entendent au policier. Et celui-ci leur explique qu'il a envoyé une patrouille et que la police devrait rapidement arriver. Mais comme la maison se situe en dehors de la ville, elles savent que ça peut prendre quelques minutes pour qu'ils arrivent. Donc en attendant, le policier reste avec elle au téléphone et Caroline se sent rassurée d'avoir la police avec elle, même si c'est qu'au téléphone. Et au bout d'un moment, le policier lui annonce que la police est là et qu'il faut qu'elle pose le téléphone pour aller leur ouvrir, ce qu'elle va faire. Et en sortant, elle voit une camionnette de police qui avance lentement dans l'allée avec 2 policiers à côté qui marchent lentement avec des fusils de chasse. Il y a 4 policiers qui se présentent aux filles et qui leur demandent leur nom. Et ensuite, ils vont tous vérifier les environs, la maison, la propriété, etc. Et ils reviennent un par un en expliquant qu'ils n'ont rien vu. La police évidemment fait la morale à Amanda parce qu'elle ne connaît pas du tout l'adresse de la maison qu'elle est censée garder, ce qui est logique. Et puis elle fait la morale aussi par rapport à d'autres choses dont Caroline ne se souvient plus, ce qu'on peut comprendre parce que vu les émotions qu'elle a eues, voilà, c'est normal d'oublier des choses.
La police du coup annonce que ils vont rester dans les parages, qu'ils vont continuer à garder un œil ouvert, mais qu'en attendant, si les filles veulent partir et rentrer chez elles, elles peuvent. Eux, ils peuvent verrouiller la porte, par contre ils peuvent pas mettre l'alarme en route, mais ça convient totalement aux filles. Hein. Donc elles prennent la voiture d'Amanda et elles vont dormir chez la mère d'Amanda. Les filles étaient mentalement épuisées, ce qu'on peut comprendre après une soirée pareille, et elles se sont vite endormies. Caroline est allée au travail le lendemain. Par contre, Amanda n'avait pas du tout envie de retourner dans cette maison. Donc sa mère lui a conseillé de prendre sa soeur avec elle, comme ça elle serait pas seule. Parce que de toute façon, elle devait quand même y retourner pour nourrir les animaux et s'en occuper. Amanda a appelé Caroline plus tard dans la journée en lui expliquant qu'en fait, quand elles sont arrivées à la maison, elles ont vu sur le paillasson des traces de pas, d'excréments. Donc en fait, comme si quelqu'un avait marché dans des excréments et après était arrivé près de la maison. Donc Caroline lui a dit que c'était sûrement la police, vu qu'il y a un policier qui a été vérifier la grange. Et elle lui explique aussi qu'en entrant dans la grange, elles ont vu les lapins que la famille possédait, tous ligotés les uns aux autres, dans leur clapier. En fait, les jambes des lapins étaient collées les unes aux autres. Donc ça leur a mis un long moment, ça leur a pris un long moment pour défaire les lapins et les libérer, les pauvres. Et elle ajoute qu'elle a trouvé une note avec écrit « chanceuse » derrière un coupon de pizza. Et les filles sont certaines que le coupon de pizza était accroché en fait sur le frigo. Parce que sur le frigo, il y a un prospectus avec plein de coupons de pizza et il en manquait un. Pour Amanda, c'était beaucoup trop et il était absolument hors de question pour elle de continuer à surveiller la maison. Donc elle a demandé à sa mère si éventuellement elle ne pouvait pas trouver quelqu'un d'autre de la paroisse dans laquelle elles étaient pour terminer de surveiller la maison parce qu'elle ne voulait pas y retourner. Et les filles, de toute façon, n'ont jamais eu aucune nouvelle. Ils n'ont jamais trouvé la personne qui était là ce soir-là. Et la police ne les a jamais tenus au courant de quoi que ce soit. Donc voilà pour ces deux histoires, j'espère qu'elles vous auront plu. Donc comme je vous ai dit pour la première histoire, elles ne sont pas extrêmement effrayantes. Ce qui est effrayant pour la deuxième histoire, c'est justement en fait d'être à la place des filles, de vivre ce qu'elles vivent, de ne pas savoir qui c'est, de ne pas savoir ce qui se passe et en plus d'avoir un opérateur de 911 qui est totalement inhumain et qui ne les aide pas du tout. Et je pense qu'on aurait tous eu envie de se faire pipi dessus à la place des deux filles et qu'on comprend totalement la trouille qu'elles ont dû avoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les autres vidéos et puis à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Vous pouvez aussi également laisser un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé et un petit commentaire si jamais vous avez des avis ou des conseils à me donner. Je vous dis bonne journée à vous et je vous dis à très bientôt.